Bonjour, merci d'être avec nous. Dans cette vidéo, nous allons parler de la place du corps physique dans le soin et dans la vie. Cette vidéo s'adresse plus particulièrement aux praticiens du corps, ostéo, kiné, praticiens de shiatsu, mais aussi à tout un chacun qui s'intéresse au corps. Je m'appelle Alain Kassoura, je suis médecin ostéopathe. Je vous propose une série, Voyage d'un corps à l'autre. Dans cette série, nous allons aborder les différentes dimensions de l'être, la dimension physique, la dimension énergétique, la dimension émotionnelle, la dimension mentale, la dimension spirituelle. Et nous allons faire ça pour que chacun puisse à la fois mener une introspection et que chacun aussi puisse, dans le soin, aller un petit peu plus loin dans sa pratique de soin. Je suis accompagné par mon amie Cécile. Merci d'être là. Merci à toi. Je te passe le micro. Ok. Bonjour, donc je m'appelle Cécile Renaud. J'ai la joie d'accompagner Alain dans sa série de vidéos. Je serai là pour l'interviewer. Et sinon, dans la vie, j'accompagne les professionnels, notamment du bien-être, à pouvoir identifier leurs différences, à pouvoir formuler leurs talents et à mieux toucher leurs clients de cœur, et à la fois en ligne et dans la vraie vie. Parfait. Et on est parti. Ok, on y va. Super. Première question, donc cette vidéo étant dédiée au corps physique, quelle est ta vision du corps physique, Alain, en tant que médecin ostéopathe, et pourquoi c'est une porte d'entrée, d'après toi? Alors je commencerai d'abord par le rapport qu'on a au corps aujourd'hui. Bon, j'ai 65 balais, donc le temps passe, et comme j'ai commencé à 30 ans à faire de l'ostéo, donc à travailler avec les corps, j'ai vu une évolution considérable. Et c'est étonnant de voir l'évolution du rapport au corps qu'on a aujourd'hui. Après 68, la libération sexuelle, etc., le corps était très en avant, il s'agissait de se libérer des tabous, etc. Et bien sûr, on est allé dans des excès inévitables. Alors aujourd'hui, c'est vraiment machine arrière, quoi. À l'époque, les gens se déshabillaient facilement en consultation, ça posait aucun problème, etc. Aujourd'hui, on voit comment le rapport au corps a changé. Je dirais qu'à la fois à travers MeToo, à travers le Covid, à travers tout ce qui se fait via Internet, les consultations à distance, etc., on voit que le corps prend de moins en moins de place, le corps est de moins en moins présent et de moins en moins accueilli. Le praticien du corps que je suis ne peut que le regretter, parce que le corps, c'est notre histoire. Le corps, ça parle vraiment de nous. Et plus le corps est limité, quelque part, plus je me limite. Alors c'est bien de mettre des limites aussi dans la relation à l'autre, etc., de respecter son corps et de respecter le corps de l'autre. Le corps aussi, j'ai l'impression, a été, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais j'ai vu aussi le basculement. Le corps devenait aussi de plus en plus la représentation presque artistique de ce que j'étais. Donc je me tatoue, je le transforme, je vais avoir des bons pectoraux, je vais être musclé, je vais être... Voilà. C'est-à-dire que c'est une image plutôt qu'un état d'être. Or, le corps, c'est pas juste ce que je montre, c'est ce que je suis à l'intérieur, c'est ce que je sens à l'intérieur. C'est ce que je sens physiquement à l'intérieur, les tensions du corps que je sens, la liberté du corps que je sens, que j'ai ou que je n'ai pas. Et c'est sûr qu'au fil du temps, avec l'âge, avec la maladie, le rapport au corps change aussi, avec notre histoire. Pourquoi le corps c'est intéressant? Parce que le corps, il renferme les informations de notre histoire, presque de la conception, la vie intra-utérine qui déjà nous marque, l'accouchement qui est un moment important. La base du crâne va être très conditionnée par la façon dont je vais sortir, et les compressions qui vont s'exercer sur ma tête, par exemple, et ensuite les chaînes musculaires vont se développer différemment selon l'état de ces compressions, et du coup
ma posture va être différente, etc. Mais le corps, c'est aussi les traumas que j'ai eus, les accidents de voiture, de sport, mais c'est les traumas physiques, mais c'est aussi les chocs émotionnels que j'ai eus. Et on voit bien quand un malheur frappe quelqu'un, on voit bien quand il marche dans la rue qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'a rien dit, etc. Donc le corps parle. Le corps parle, c'est aussi l'image que j'ai de moi. Là, hop, je m'offre à vous. Mais si je suis comme ça, replié, etc., triste, refermé, je dis quelque chose d'autre de moi. Donc, le corps, c'est aussi un instrument de relation. C'est un instrument de relation à soi et c'est un instrument de relation à l'autre. Ça nous parle de nos traumas, ça nous parle de notre place dans le monde, de notre interaction avec l'autre. Et le corps, c'est un costume. Mais attention, quand je dis costume, ne vous figez pas juste à l'aspect du costume. C'est un costume qui va en profondeur jusqu'aux organes. C'est vraiment tout ce lien-là, tout ce lien de matière qui fait que soit je suis bien dans mon costume, soit quelque part le costume est mal taillé, est trop étroit, et là, je suis coincé, mon genou, etc. Et je vais marcher différemment, je vais respirer différemment, et voilà. Et donc, c'est important d'aborder ces différentes dimensions du corps pour pouvoir les soigner et se libérer des traumas physiques, des traumas émotionnels, des représentations mentales. Parce qu'il y a tout ça dans le corps physique. De toute façon, tout est partout et c'est ce qu'on va voir. On parle du corps physique, mais on va parler des autres corps. Mais quand on parlera du corps émotionnel, on parlera des autres corps. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et tout est dans tout. Voilà. Merci. Est-ce que tu peux nous parler du coup de la place du toucher, qui était le sujet de ton premier livre, l'énergie, l'émotion, la pensée au bout des doigts. Est-ce que du coup tu peux nous en parler un peu de la place du toucher dans le soin, mais aussi dans la vie? Ben oui, mais aussi dans la vie, oui, pourquoi? Parce que l'une des premières relations que je vais avoir avec l'autre, ça va être le toucher de la mère dans ce pot à pot, quoi. Donc le toucher est éminemment important. Le toucher, c'est une interface, c'est une façon de communiquer avec l'autre. On le voit bien avec les animaux. Moi, je suis cavalier. L'interaction avec le cheval se fait surtout, pas que, parce qu'elle est aussi émotionnelle, elle est aussi dans l'intention, elle est aussi dans la présence. Donc c'est pas que par le toucher, mais le toucher vraiment est déterminant. Parce que les aides que j'ai, c'est les jambes, c'est la façon dont mes mollets sont appliqués ou pas sur les flancs du cheval, c'est les rênes, mais les rênes, hop, c'est la façon dont je viens chercher sa bouche, hein, et puis la façon dont je vais le caresser, la façon dont je vais le brosser, etc. Et le cheval va réagir complètement différemment. Et le cheval qui est un gros, costaud, puissant, etc., mais il sent une petite mousse sur lui. Donc c'est pas la peine que je le touche comme une grosse brute. Il n'est pas... Voilà. Donc le toucher, c'est vraiment une façon d'interagir avec l'autre. Le chat, comment est-ce qu'on touche le chat? Comment est-ce qu'il accepte ou pas, etc. Donc, et nous, on a en nous ces dimensions animales. On les a en nous. Donc la façon dont je vais toucher l'autre, on le voit bien dans la sexualité, mais aussi dans les rapports de tendresse, etc. Comment est-ce que le toucher engage la relation? On l'a vu pendant le Covid. Et on l'a vu pendant le Covid. Et dans le soin ostéopathique, on dit souvent que la relation avec le patient se joue dans les premières secondes. Alors c'est vrai, quand on va le chercher, le patient s'assied, etc., il se passe quelque chose là. Mais après, dans le soin ostéo, le premier toucher, la façon dont je vais aborder le patient, c'est que je vais m'accrocher à lui. Ou est-ce que... Voilà, et ça c'est très important. Donc le toucher et la qualité du toucher est importante. Ce qui est étonnant dans le toucher, c'est que je peux faire des variations à l'infini, je peux me connecter à l'énergie de la terre, à l'énergie de l'eau, alors ça peut paraître très très bizarre, hein, mais à l'énergie du vent, à l'énergie du feu, et le toucher va être différent. Ça donne des couleurs un peu de toucher, c'est ça? Voilà. Ouais. Il y a des... Et la personne ressent ça, on ressent ça. Donc le toucher a des vertus parce que le toucher peut apporter de la conscience. Un toucher juste
au bon endroit, au bon moment, avec la bonne qualité. Et le juste, c'est la justesse, c'est pas quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui est dans l'instant. Hein. C'est pas quelque chose de théorique. Le toucher juste, c'est pas mettre tant de degrés de pression à tel endroit avec telle partie de la main. C'est pas ça. Le toucher juste, on apprend la technique du toucher. C'est un peu comme dans la musique. On apprend, on fait des gammes, des gammes, des gammes. Mais après, ce qui est juste, c'est ce qui vient quand je joue le morceau. Donc, le toucher juste peut révéler la conscience. Dans une séance d'ostéo, un toucher juste, paf, quelqu'un fond en larmes. Ou se met à rire, ou exprime quelque chose, ou un souvenir revient. Ou une séance se passe, il y a eu un toucher juste, hop, et la nuit après, la personne va faire des rêves. Et l'inconscient, tout d'un coup, va s'exprimer et va lui raconter quelque chose qu'elle avait oublié. Donc, le toucher a des vertus, le toucher apaise. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il apaise le patient, et quelque part, il apaise le thérapeute aussi. On voit bien comment, quand on caresse son chien, il y avait une pub pour les anti-hypertenseurs un temps où on voyait un homme caresser son chien, et c'est une façon de faire baisser la tension, donc ça faisait du bien au chien, mais ça fait du bien à l'homme. Et donc, le toucher va nous ramener au senti physique, il va nous ramener au ressenti, c'est-à-dire qu'il va ouvrir un espace émotionnel, et c'est ce qu'on voit dans la relation à l'animal, et puis une représentation, c'est-à-dire qu'à partir de là aussi, toc, je vais avoir une représentation de la relation que j'ai avec l'autre, d'un événement que j'ai vécu, etc. Donc il y a toutes ces dimensions qui sont présentes dans le toucher, et toutes ces vertus. Super. Est-ce que maintenant tu pourrais nous parler de, finalement, là, le toucher, ça amène une sorte de conscience, en fait, de tout ce que contient le corps, en fait. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce qui nous permet de monter en conscience du corps, soit soi-même, soit par l'interface d'un praticien, mais est-ce que tu pourrais nous parler des outils? Alors, oui, je vais en parler, ouais. Mais soudain me vient une petite idée. Ouais. Je me dis qu'il serait intéressant d'aborder un autre sujet, aspect, ouais. un autre aspect. Toujours sur le toucher. Toujours sur le toucher. C'est l'histoire du pot à pot, parce que ça évoque beaucoup ce qui se passe dans le cabinet. Et des questions, bon, j'enseigne l'ostéo à des ostéopathes qui ont déjà un grand bagage, mais aussi à des jeunes ostéos qui apprennent et qui disent, mais alors, tu fais quoi? Les gens ils sont en sous-vêtements, ou ils sont habillés? Est-ce qu'il faut etc. Et bien, alors, outre le fait que, bien sûr, il faut considérer la personne, c'est les freins de la personne, la capacité qu'elle a à nous suivre ou pas, etc. Mais chaque chose a ses vertus. Le pot à pot a une vertu qui est quand même très particulière, c'est qu'il nous renvoie aux premiers instants. C'est un toucher qui est très maternant, c'est un toucher qui nous permet d'accéder à la matière, c'est un toucher qui permet, je pense, la réconciliation avec la matière, un peu la réconciliation avec la mer, quelque part, avec cet aspect berçant de la mer, cet accueil de la mer, et qui permet de s'abandonner dans les bras de la mer. Et ça n'a pas toujours été possible, etc. Donc cette dimension-là, du pot à pot, je trouve, est très importante. Elle n'est pas toujours réalisable pour de multiples raisons, et puis elle n'est pas toujours nécessaire. Et à ce titre, on voit d'ailleurs le comportement des patients qui a complètement évolué aussi au fil du temps. Bon, j'ai fait des remplacements de médecine générale avant que de m'installer en 89 définitivement comme ostéopathe, mais les gens, ils se déshabillaient. D'accord. Ils se déshabillaient. Ah oui, toi, tu as vraiment vu la différence. Ah ben oui, d'accord. Les gens, voilà. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les gens d'une certaine génération, quand ils viennent à mon cabinet, ils se déshabillent, même parfois j'en ai pas besoin, parce que c'est pas toujours nécessaire,
Et je dis, non, mais c'est pas la peine. Il dit, non, non, mais si, parce que je veux que vous me soigniez bien. Et je dis, mais regardez, il fait froid, en plus moi je n'ai pas... Non, non, c'est pas grave, j'aurai un peu froid, mais je préfère, parce que pour eux, dans leur tête, c'est pas possible. Dans leur représentation. Dans leur représentation, c'est pas possible de soigner sans toucher la peau, sans toucher, sans être au plus près du corps physique, au plus près du corps physique. Alors que toi, tu n'utilises pas tout le temps le pot à peau. Tu n'es pas Ah tout le non. temps en direct sur la peau. Tu peux soigner quelqu'un. Non, et aujourd'hui, vu l'évolution en plus, vu l'évolution des mentalités, vu tout ce qui s'est passé, vu tout, etc. Bref, je suis de moins en moins dans ça. De moins en moins dans ça. Parfois j'y suis, dans des cas très particuliers, que j'explique bien, etc. Après, par exemple, parfois c'est important. Il y a par exemple, examiner un dos, bon, chez quelqu'un qui est très mince, qui a juste un petit t-shirt ou un petit sweat moulant, etc. Bon, c'est pas un problème. Mais chez quelqu'un d'obèse qui a 12 couches sur lui, etc., ou examiner une cheville ou un genou, etc., il y a un moment donné, si on veut être dans la précision, parce que là, on parle du champ très général de l'ostéopathie, mais l'ostéopathie, ça peut être un acte technique très précis sur telle ou telle articulation. Et là, il faut être précis. Et là, on ne peut pas être dans le flou avec 36 couches, etc. Donc parfois, c'est nécessaire. D'ailleurs, je pense à cet exemple d'une jeune femme, 23 ans, qui vit à New York depuis l'âge de 3 ans, mais qui est française, qui vient me voir il y a quelques temps, elle vient me voir pour la semaine dernière, je crois, elle vient me voir pour son genou. Elle a mal au genou, son genou est gonflé, etc., etc. Et alors, je lui dis, ok, donc je l'écoute, et je lui dis, est-ce que vous pouvez enlever votre pantalon? Il faut comprendre qu'en ostéopathie, en plus, il y a vraiment le principe de globalité, même sur un plan purement mécanique. Je regarde la personne qui marche, je considère ses pieds, ses genoux, son bassin, mais aussi je peux aller jusqu'à la colonne lombaire, jusqu'à la charnière cervico-occipitale, mais au minimum sur le membre inférieur, je considère au moins l'ensemble du bassin jusqu'au pied. Donc je lui dis, est-ce que vous voulez bien enlever votre pantalon? Elle me regarde d'un air vraiment choqué. Et puis elle commence à relever comme ça, un jean trop serré, pour essayer de l'amener jusqu'au genou, mais elle n'y arrive pas, donc il y a un amas de tissu là qui complique encore plus le problème. Et je lui explique, je dis, non mais je vous assure vraiment, c'est important. Là c'est nécessaire, à cet endroit-là, oui. Oui, je lui dis, voilà, après bon, si vous voulez pas, vous voulez pas, mais vous venez me voir, je suis ostéopathe, si vous voulez vraiment que je vous rende service, si vous voulez vraiment que je fasse bien mon travail, là, c'est important que vous puissiez vous enlever au moins votre pantalon pour que je puisse examiner tout ça. Donc on voit bien cette évolution d'une extrême à l'autre. Et est-ce que le cas que tu as décrit, c'est du coup, si on n'est pas en tout cas un peu dénudé, ça peut empêcher que tu soignes, mais est-ce que tu trouves pas d'autres vertus dans le cas où est-ce que c'est forcément une diminution quand la personne n'enlève pas ses vêtements, ou est-ce que toi... Non, c'est pas forcément. C'est parfois nécessaire. Par exemple, je pense... D'abord, on peut soigner un patient qu'avec lui. On est avec lui. Okay. On n'est pas contre lui. Donc si la personne dit non, c'est réglé, il n'y a même pas à discuter. Voilà. Bon là, je lui ai expliqué, elle a dit oui. Si elle m'avait dit non et que je vois qu'elle était complètement tendue, crispée et tout, non, c'est non. Ok. Bon, ça c'est le premier truc. En plus, il y a des âges, par exemple. Tu vois, à l'adolescence, par exemple, où le rapport au corps est très compliqué, où il y a beaucoup de gènes, etc., etc. Et surtout, par exemple, moi, si je vois c'est aussi avec les garçons, hein, mais si je vois des jeunes filles et des jeunes garçons ados, etc., dans la mesure du possible, vraiment, je fais tout ce que je peux pour que les gens restent habillés. D'accord. Voilà. Alors après, je leur dis aussi, c'est voilà, je leur dis, surtout si vous voulez rester habillés et tout, quand vous venez, mettez un legging, si vous avez une grosse ceinture, etc. Moi, je vais devoir travailler sur le bassin, des pantalons avec des gros ourlets, des gros trucs, des gros machins. Non, mettez quelque chose de fin, de moulant, qui va faire que, moi, c'est comme si j'étais sur tu vas voir la structure, en fait. Voilà, je vais voir et sentir surtout. Et je n'aurai pas des gros reliefs, etc. Donc non, c'est pas du tout nécessaire, indispensable. En plus, il y a tellement de pratiques différentes que c'est pas du tout nécessaire. Super. Bon, pour moi c'est très clair. Et est-ce que du coup on y va sur les outils? Ah mais oui, allons-y. Alors on voit, justement, on va,
Et on va rebondir d'ailleurs au sujet d'être habillé ou pas. Mais le premier outil qu'on connaît tous, c'est le massage, puisque au fond, c'est sympa d'être massé, on peut le faire à la maison, on peut masser son fils, sa fille, on peut se masser dans le couple, etc. Voilà. D'ailleurs, entre parenthèses, une petite remarque comme ça, c'est bien que le massage dans le couple n'ait pas de connotation, d'arrière-pensée sexuelle. Se masser juste pour se masser. Voilà, comme ça. Comme on masse un corps. Voilà, pour le plaisir de se masser, sans derrière, okay. Parce que parfois les hommes, je dirais pas, enfin, excuse-moi, je suis un peu genré, un peu primitif là. Il y a parfois cette arrière-pensée, et cette arrière-pensée limite en fait. Elle est limitante. Elle est limitante. Si on veut faire de la sexualité, on peut se masser dans la sexualité, pourquoi pas. Mais c'est autre chose. Mais c'est autre chose, et c'est clairement posé. Mais si on se masse, voilà. Et on se masse pour le plaisir de se masser. Alors, à la maison, on se masse, etc. Alors, où on va se faire masser, et donc là aussi, on retrouve cette notion de peau à peau qui peut être très agréable dans un massage à l'huile, etc. Ça peut être en plus quand c'est avec des gens avec qui on est à l'aise et tout. Ben voilà, il n'y a pas de problème, ça se fait, le cadre est bien posé, il n'y a aucun problème. Et donc ça apporte des sensations, et je te dis, c'est très, je vous dis, pour moi, c'est très réconciliant avec la chair, quoi. Voilà, c'est le plaisir de la chair et du volume et de l'acceptation du corps comme il est. On peut s'automasser aussi. L'automassage est très intéressant aussi. Puisque on cherche la prise de et si on s'automasse, et entièrement. Et s'automasser, et essayer de s'automasser avec amour, comme on découvrirait quelque chose. Comme on découvrirait le corps d'un homme. Voilà, comme on découvre le corps d'un homme, comme on caresse un animal, quand on caresse un animal, voilà, on y va doucement. Voilà. Et donc, hop, s'approprier ça, le senti, et toujours, on retombe sur ça, parce que massage, il va y avoir un senti physique, il va y avoir un ressenti émotionnel, et une représentation de ce qui est en train de se passer. Donc, le massage, peau à peau, mais ce qui est étonnant dans le massage, et je le fais pratiquer dans mes stages, c'est le massage habillé. On pourrait croire comme ça que le massage habillé, ça n'a pas grand intérêt, c'est moins bien, etc. Eh bien, c'est pas évident. Et les gens sont très surpris. Alors, il faut le colorer. Il faut que le masseur colore ce massage d'énergie différente. On va masser habillé avec l'énergie de la terre. Alors, hop, tout d'un coup, la présence au corps est différente. Et puis, l'énergie du feu, avec un rythme différent. Parce qu'à chaque fois, il va y avoir la pression qui va changer, il va y avoir le rythme qui va changer, etc. Et puis on va contacter l'eau, et puis on va contacter l'air, et on va s'apercevoir que dans ces différentes qualités-là, ces différents rythmes, ces différentes pressions, on réveille le corps différemment, on réveille des dimensions insoupçonnées, et en fait ce massage habillé peut être très extraordinaire. Et les gens en général sont assez bluffés, justement, à condition qu'il faut que ce soit fait, mais il faut guider les gens il faut apprendre à le faire. Mais c'est très riche, c'est très riche, et ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes à l'esprit parce que ça fait sauter certaines idées reçues. Et puis ça ouvre des portes à soi parce que là, tout d'un coup, on commence à sentir l'énergie. Parce que elle est partout, l'énergie. Bien sûr, quand je fais un massage peau à peau, il y a l'énergie du masseur, et puis il y a une énergie qui circule en moi, et puis il y a de l'information qui circule entre le masseur et moi. Mais je suis plus dans la matière. Si je suis habillé, que je masse habillé, et bien là, si je veux que le massage percute vraiment, bien là, l'énergie va être plus présente, et donc la personne recevra plus l'énergie, et le praticien recevra plus l'énergie. Donc, le massage, c'est une première façon d'aborder le corps. Physiquement, accessible à tous. Bon, il y en a d'autres, je vais parler du Qigong. Le Qigong, donc, c'est une pratique, c'est cette pratique que vous voyez dans les jardins parfois, Tai Chi, Qigong, que vous voyez dans les jardins, les mouvements très lents, hop, je me connecte à mon corps, etc. Et je sens à l'intérieur comment mon corps bouge, et je sens comment l'énergie bouge dans le corps. Plus je vais ralentir le mouvement, plus je vais mettre de la conscience dans le mouvement. Et le but, c'est que le corps soit conscient. Et parfois, dans le sport, on est tellement dans l'action et tout qu'il n'y a pas forcément une grande conscience du corps. Il y a conscience
de choses très très particulières et de ce que je dois faire et où je dois aller, mais c'est pas forcément pour ça qu'il y a une grande conscience du corps. Donc là, hop, on ralentit. Ça peut être juste, je marche, je ralentis la marche. Oh, mais déjà, voilà, je vais mettre de la conscience. Et l'intérêt, l'un des intérêts du Qigong, c'est que je vais aborder le corps différemment dans le mouvement. Donc je vais découvrir mes capacités à bouger, à me mouvoir, mes capacités à respirer. Comment est-ce que je respire? Est-ce que ma respiration est ample? Est-ce qu'elle est plus dans le ventre, plus ici, plus là-haut? Comment est ma posture? Comment ma posture conditionne mes mouvements, etc. Et aussi dans le Qigong, c'est une pratique énergétique. J'aime bien le Qigong, et dans mes stages, je l'utilise comme ça aussi, pour pouvoir rencontrer de façon concrète l'énergie. Donc, je passe de la matière à l'énergie. Et le Qigong, c'est un bon tremplin de la matière à l'énergie. Et je rebondis une autre façon de rencontrer le corps, qui est étonnante. C'est la méditation. Ah, mais la méditation, c'est pour la passer. Ben, justement, la méditation, étonnamment, ça nous permet de tout rencontrer d'ailleurs. Oui, ça permet de rencontrer énormément de plans. Voilà. Voilà. Mais ça nous permet aussi de rencontrer le corps physique. Il faut que je sois présent à l'instant, présent à ma respiration. Il faut que je fasse le vide des pensées. Alors, le vide des pensées, c'est quoi? C'est pas comme ça. Les pensées, elles vont arriver. Mais je les laisse passer, je ne m'accroche pas à elles, je ne les repousse pas férocement. Non, je suis dans un état où les pensées en viennent juste. Moi, hop, quand je sens la pensée arriver, hop, je reviens à la sensation de quoi? De la respiration, mais aussi du corps, de ma présence, de ma verticalité. Et du coup, je vais pouvoir percevoir à travers la méditation l'état de tension de mon corps. Et puis qu'à un moment donné, je vais avoir l'impression que, tiens, j'ai rien fait. J'ai pas bougé, je n'ai rien fait. Tout d'un coup, j'ai l'impression qu'il y a une partie du corps qui est plus légère, qui est plus libre, alors que pourtant je n'ai rien fait. Donc tout d'un coup, là, hop, on aborde encore une autre dimension. Avec le Qigong, on était dans le mouvement. Là, on est dans c'est par le calme. La relative immobilité, puisqu'il y a quand même toujours du mouvement. Donc, il y a d'autres pratiques qu'on aurait pu évoquer, mais ces trois pratiques nous permettent d'aborder différentes dimensions. Et puis pour moi qui suis ostéopathe, ben, quand même on peut aborder le corps par l'ostéopathie, c'est quand même mon sujet. Et là on va aborder le corps de différentes façons. Je pense que ce qui est important en ostéopathie, c'est d'ouvrir les portes. Style parler de la globalité. La globalité, c'est pour ça que je pense que cette série est très ostéopathique. Je pense que les stages que je propose sont très ostéopathiques au sens large, parce qu'on est dans la globalité, dans l'interaction du physique, de l'énergétique, de l'émotion, de la pensée. Tout ça est lié. Et donc, ce qui est important déjà pour l'ostéopathe, c'est d'ouvrir sa conscience. Sa conscience au corps, mais avec la conscience que derrière le corps, il y a d'autres dimensions. Et que par cette interface du toucher, avec une certaine densité, une certaine tension, un certain mouvement, par l'interface du toucher, ce corps va pouvoir se révéler. Et va pouvoir parler de son histoire. Parce que le corps, comme on l'a vu, il a engrangé une histoire. Son histoire personnelle, mais étonnamment aussi, l'histoire transgénérationnelle. Il y a tas de choses qui se transmettent dans le non-dit jusque dans le corps physique. Et donc déjà, le fait d'avoir cette ouverture d'esprit et de pratiquer l'ostéopathie avec cette ouverture d'esprit ouvre considérablement le champ de pratique et offre aux patients des possibilités différentes. Après, il y a différents touchers. On peut avoir un toucher très dans la matière, très mécaniste, et ça peut être très bien, parfois c'est nécessaire. Un toucher tissulaire dans lequel je serai plus à l'écoute, je vais plus suivre la personne, l'accompagner. Donc je vais passer d'une ostéopathie un peu volontaire à quelque chose de plus involontaire, où je surfe sur les vagues de la perception. Je peux aller vers un toucher fluidique, qui là va plus
me ramener au liquide et va plus me ramener presque à l'origine de la vie, presque à cet état dans la vie intra-utérine où je flottais, et voilà. Et donc on va contacter presque un principe vital qui a fait que l'embryon, qu'est-ce qui fait que paf, un spermatozoïde, un ovule se rencontre et puis il y a ce potentiel de vie qui fait que ça y est, le programme se développe. Et donc nous on va essayer par ce toucher aussi de recontacter cette énergie vitale. C'est un peu étonnant, c'est pas très scientifique. De toute façon, ces vidéos, cette série, c'est le fruit de ma pratique. C'est le fruit de mes exigences, de mes expériences. L'exigence que j'ai avec moi-même, c'est de ne pas tricher. Ce que je vous raconte, je l'ai vécu, je le vis et je le partage dans mes stages. Mais je ne prétends nullement, que c'est la vérité, et deux, que je parle là de science. C'est autre chose. Je parle là d'une pratique qui a sûrement des dimensions, qui a une dimension scientifique, mais stylisée que dans l'ostéopathie, c'était un art, c'était une science et c'était une philosophie. Alors, et c'est ce que tu partages voilà, au travers de ton expérience. Voilà. Mais quand je parle de l'énergie, je ne suis pas physicien, je ne vais pas vous expliquer la physique quantique alors que j'y comprends pas grand-chose. Non, mais je vais vous dire ce que c'est que l'énergie pour moi, ce que ça représente pour moi. Mais je n'ai pas la prétention de dire la vérité. Donc, ce que je veux dire, c'est que ces différents touchés, cette différente présence de l'ostéopathe ouvre différents champs pour le patient. Et que dans ce champ, il pourra contacter différemment son corps et découvrir que dans son corps, il y a autre chose que ce qu'il pensait et aller vers la résolution de problèmes qu'il n'avait pas imaginés. Ok. Merci pour tous ces outils. Et pourquoi, d'après toi, c'est important de se connecter à son corps ? Alors pour moi, c'est important parce que c'est une façon de se connecter à la vie, de sentir que je suis vivant. Donc déjà, déjà c'est pas mal, c'est une façon de m'ancrer sur Terre, d'accord, d'être présent là. Je pourrais aller dans le ciel, ça ne m'empêche pas d'aller dans le ciel, mais je suis là, présent. Voilà. C'est une façon de goûter à la réjouissance. Parlons de la sexualité. La sexualité, c'est une façon de goûter à la réjouissance. Mais c'est aussi une façon de rencontrer des traumatismes. Et là, effectivement, c'est là que tout d'un coup, les choses deviennent compliquées. Parce qu'à la fois, il y a du plaisir, il y a du bien-être, et puis il y a de la souffrance et du mal-être, et comment dénouer tout ça. Et là, on rentre dans un pataquès très complexe. J'aime bien dénouer ce pataquès-là, et je trouve que l'énergie du groupe, l'énergie, certaines pratiques et tout, aide vraiment à dénouer ça. Mais donc, si vous voulez, être bien avec son corps, avoir un costume à sa taille, adaptable, qui nous plaît, putain, mais c'est bon, c'est bon. Voilà. Et puis, se rencontrer, ça permet toujours de rencontrer l'autre, ça permet toujours d'être en relation avec l'autre. Travailler sur le corps, ça peut être par l'intermédiaire de la symbolique, etc. Ça peut être une façon aussi d'aborder le transgénérationnel, les choses qui ont été transmises dans le silence. Ça peut être, et je finirai en disant que si on fait référence à la spiritualité, on verra quand je ne fais pas référence à une religion, je fais référence à la démarche spirituelle. Il est dit qu'en fait, notre passage sur Terre, en fait, il est fait pour rencontrer la matière, confronter l'âme à la matière, et rencontrer la spiritualité dans la matière. Donc notre taf, si on a cette représentation-là, et on n'est pas obligé de l'avoir, et il n'y a aucun problème, si on ne l'a pas, ça ne pose aucun problème, mais si on l'a, je peux aussi parler à des gens qui l'ont, si on l'a, notre taf, c'est pas d'être avec les anges là-haut, là, non, on peut être connecté si on veut, mais c'est d'être dans la matière. Donc c'est important d'être dans la matière, aussi dans une démarche spirituelle. D'accord. Voilà. Pour s'incarner, en fait. Pour s'incarner. Voilà. Être bien dans son corps. Voilà, être bien dans la chair et comprendre que le corps, quand je dis que c'est un costume, c'est pas les habits que j'ai dessus, non, c'est quelque chose, c'est un volume que je rencontre à travers le souffle, à travers la matière, c'est quelque chose
c'est ma structure, quoi. Et c'est ta présence. Et c'est ma présence. Merci Alain. Merci pour cette transmission. Ouais, alors, merci à toi. Merci. Merci à toi. On va peut-être, ça va peut-être être de plus en plus dans l'échange ce qu'on fait, et c'est bien parce que je pense que c'est intéressant aussi pour les amis qui nous écoutent. Et merci à vous donc d'être là. Alors justement, je me disais que une des questions, il était question des outils, quels outils sont bons pour appréhender le corps, enfin comment, bon, j'en ai cité quelques-uns, il y en a d'autres, mais peut-être que vous avez à nous partager une expérience, ou votre expérience à travers de rencontres avec votre corps ou le corps de l'autre, avec certains outils. À bientôt, et j'espère que vous nous suivrez pour rencontrer les épisodes suivants. À bientôt. Au revoir.